On parle souvent des réussites spectaculaires de la tech, des produits iconiques, des révolutions silencieuses, des entreprises qui changent le monde, mais aujourd'hui on va parler des échecs monumentaux, celles des idées géniales sur le papier mais qui se sont fracassées contre leur réalité. Ce qui nous intéresse, c'est pas de se moquer, mais c'est de comprendre pourquoi ça rate, pourquoi certaines visions arrivent trop tôt, pourquoi certaines promesses sont techniquement intenables et pourquoi l'écosystème compte parfois plus que le produit lui-même. Bienvenue dans le 3e épisode des flops les plus chers de la tech. Si vous n'avez pas entendu les 2 premiers épisodes, je vous invite à aller les voir parce que c'est croustillant, il y a de belles choses. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mes osios pour formuler ces nouveaux flops. Yes. Et on a des trucs qui vont vous parler et d'autres peut-être moins, mais ça va être sympa. Ce qu'on peut juste dire en préambule, c'est que si les gens ils n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, ils peuvent quand même écouter celui-là en premier. Ah, ouais, il est pas lié. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de fil conducteur à part les flops. Exactement. Après, moi, c'est des épisodes que j'adore faire parce que, alors déjà, j'apprends des trucs sur des technologies, des trucs anciennes que je connaissais pas, ou maintenant, tu as un contexte qui fait que tu arrives à te dire T'as une nouvelle je comprends perception, ouais, des nouvelles perceptions, pourquoi ils sont allés là et tout machin. Et surtout qu'il y a des trucs, tu te dis, mais. Enfin. Juste, on avait parlé la dernière fois du Juicero. Ils se sont pas dit, les mecs, que ça va être un problème. Si vous savez pas ce que c'est du Juicero, terminez cet épisode-là et allez regarder l'autre après. C'est franchement. Aujourd'hui, je pense que j'ai des trucs du niveau du Juicero. Hein. Peut-être pas j'en ai, moi. autant foutage de gueule, mais il y en a, ils ont. Ça va être fruité. Ah ouais. Ça va être bon aussi. Là, ils ont. Tu vois, ils ont descendu les pistes de ski de la connerie et ils sont pas arrêtés aux pistes bleues. Hein. Ah non. En tout cas, il va y avoir des choses, j'allais dire des produits, mais il n'y a pas que des produits, vous allez le voir. Il y a du grand public et il y a du un peu moins grand public, mais ça va être intéressant de comparer les deux. Et tu le disais, c'est chouette d'avoir cette nouvelle perception qu'on a aujourd'hui avec le recul de certaines technologies qui pouvaient être géniales finalement à l'époque. Et qui ont pu commencer comme certains trucs qu'on a traités, notamment dans le sujet de la semaine dernière sur le piratage, où c'était des bonnes idées, mais comment dire, soit mal exécutées, soit qui étaient turbo qui n'avaient pas d'ancrage vraiment légal, on va dire. Et d'autres où tu es en mode, ils ont pris ce truc-là et ils l'ont un peu tourné. Et du coup, je vais te tendre une petite perche. Est-ce que tu as piraté des films ? Ne réponds pas à la question. Pour ceux qui ont... Je sais pas si encore... Il faut voir l'épisode. Je sais pas s'il y a encore prescription. Parce que si vous avez un moment téléchargé des trucs, vous avez sûrement dû voir un truc qui tournait un logo incroyable avec marqué Divix. Mec, c'était même sur des produits. Il y avait des platines Divix, je me souviens. Alors... Anecdote, je commence. Sachez qu'il y a 2 Divix. Ça fait 3 minutes. Il est déjà sur ces anecdotes. Il y a le Divix, genre DIV avec un grand X format vidéo, qui existe toujours, qui est un format de compression qui permet quasiment de perdre aucune qualité en comprimant ton fichier par 12, ce qui est énorme. Ouais. Et il y a Divix, Digital Video Express, qui est un truc... Je trouve que, alors heureusement que ça n'a pas fonctionné ou que ça a fonctionné pendant très peu de temps parce que c'est la plus grosse enculerie que j'ai jamais vue. Alors ça je connais pas parce que moi je connaissais le Divix où effectivement moi je voulais télécharger du Divix parce que je savais que j'allais regarder Spider-Man 3 avec la meilleure qualité par rapport au MP4 de merde. Spoiler alert, j'ai jamais eu Spider-Man 3. Oh non. Je l'ai vu, je l'ai jamais eu. Ok. Donc je suis intrigué. Eh Divix, le Digital Video Express, c'est un service, c'est une catégorie, enfin c'est une tentative de format vidéo optique dérivé du DVD, si je veux être exact, parfaitement dans mes termes. Lancé en 98, ça a été lancé par une chaîne d'électronique américaine, Circuit City, et une firme juridique hollywoodienne. Et en fait, l'objectif, c'était de fournir une alternative à la location de vidéos qui commençait à s'essouffler, notamment en magasin, avec les vidéoclubs où tu allais, tu prenais pendant une durée limitée. Et après, tu devais le ramener un peu au futur, pour ceux qui se rappellent. Bien sûr, il y avait même Vidéoclub. Je crois qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Vidéoclub qui existait. Blockbuster aussi aux États-Unis. Blockbuster, Netflix, évidemment. Netflix, ça a commencé comme ça. Mais je vois anecdote. pas l'alternative. J'arrive tout de suite, mon copain, parce que l'idée, c'est que déjà, il fallait de l'équipement spécial. Il fallait un lecteur qui puisse lire les DivX, puisque tu avais une protection DRM sur les disques DivX que tu achetais. Donc, il te fallait déjà... C'est des droits d'auteur, en fait. Des DRM, des droits de protection. Pour la copie, etc. C'est comme un lecteur DVD. Alors, le matériel, c'est un lecteur DVD, mais qui avait un logiciel particulier qui pouvait décoder les DivX. Ok. Tu achetais ton DivX à bas prix, environ 4 ou 5 $. Tu te dis, c'est incroyable, c'était pas cher. Tu peux le regarder pendant 48 heures après le premier visionnage. Attends, quoi ? Tu ne peux plus le regarder après 48 heures après son premier visionnage. Donc attends, pause. Le DVD jetable. Chez moi, j'ai mon lecteur DVD. Ouais. Tout à fait. DivX. Que tu as déjà acheté une couille. Que j'ai acheté 300 balles. On va dire. Je vais louer mon DivX. Non, tu l'achètes. Non, tu l'achètes. Je l'achète, pardon. Ouais. Excuse-moi. Je l'achète $5. Ouais. Je le ramène chez moi, je regarde mon film. Waouh, Spider-Man 3, je suis trop content. Incroyable. 48 heures. Le lendemain, tu le regardes.
incroyable. Le surlendemain, tu regardes, ça marche pas. Alors que t'as le CD. Ma gueule. La vie, c'était ça l'objectif. Mais ne t'en fais pas, puisqu'ils avaient prévu le coup. Tu as acheté ton DVD, mais tu peux plus le regarder, c'est dommage, mais tu te le rematerais bien quand même. Tu pouvais appeler une hotline, donc dépenser de l'argent au travers de ton téléphone, de ta facture, pour le convertir en DivX Silver. Et que du coup, tu avais un visionnage illimité, moyennant finance. Oh putain. Non. C'est te le jure que c'est- summum de la... Parce qu'aujourd'hui, ce qui existe par exemple sur Apple TV avec les plateformes iTunes, ex-iTunes, c'est aujourd'hui de la location. c'est TV, c'est de la location. Et effectivement, à partir du moment où tu as lancé la location, tu as 48 heures pour le regarder. Tu peux le regarder autant de fois que tu veux pendant les 48 heures, Ouais. mais au bout de 48 heures, c'est terminé, bonsoir, il faut le relouer ou l'acheter C'est ça. en fonction de ce que tu veux. Ils étaient partis sur le même principe, sauf que tu achètes le DVD. T'imagines la frustration? T'as acheté ton truc, tu Mais l'as acheté c'est 4 ou 5 horrible, dollars, parce tu le gardes chez toi, tu le regardes. Et je pense qu'ils le savaient. Mais le Ils ont pire, dû c'est se dire- que tu l'as en physique. Oui. Oh, c'est trop Ça grave. Ça fait des dessous de verre après. Ah ouais, ça fait des super presse-papier, ouais. Alors il y a des gens effectivement dans l'épisode sur le piratage qui ont pas mal commenté sur YouTube en disant Ok. non mais les gars vous auriez dû remonter plus loin Oui, et tout, oui. il y avait d'autres trucs On peut hyper remonter vraiment enrichissants loin, et tout, hein. on peut remonter hyper loin et c'est marrant parce que je suis sûr que les gens vont avoir la même perception en disant mais en fait moi le DivX c'est évidemment Mais je t'as l'ai déjà la acheté. confusion entre le format vidéo et Mais le oui, produit c'est qui ça. est déjà folle. Et le concept derrière de se dire, bon, à vrai l'époque, t'as les vidéoclubs, mais ça commence à crever, ou alors on va proposer une alternative en se disant, on va vendre les trucs, donc les gens auront l'impression de le posséder. Et en fait, non, tu le possèdes pas, puisque le truc, littéralement, il s'auto-détruit. Donc, on se demande bien pourquoi il n'a pas fonctionné le DivX. J'aimerais trop pouvoir avoir le numéro de l'Outline et les appeler maintenant. Mais attends, c'est trop fort. Donc, tu as parlé du fait que, notamment, comment ça s'appelle, le matériel pour lire ton DivX, donc ton lecteur DivX, il était plus cher qu'un lecteur DVD. Donc, flemme d'acheter un truc plus cher pour acheter des CD qu'au final vont s'auto-détruire au bout de C'est ça. 24 heures. Tu parlais de Blockbuster. Ils ont jamais adhéré au truc. Ils ont dit, vous voulez faire votre truc? Non, on évidemment. refuse de supporter le format, va te faire foutre. Donc, en fait, les films qu'on produit, globalement, ils sortiront pas en DivX. Donc, tu vois, nos exclus, machin, tu ne les auras pas. De toute façon. Et Blockbuster, c'était genre la référence à l'époque aux États-Unis, Ouais. Notamment, pour louer ses films. C'est-à-dire Oui. que si t'es pas là-bas, c'est comme si aujourd'hui t'avais pas un abonnement Netflix. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Ou, ouais, on va dire Netflix, ouais. C'est un peu l'idée. Et tu as eu des magasins qui ne voulaient pas vendre les lecteurs DivX simplement parce que les frais de la licence qui étaient imposés aux revendeurs étaient C'était hallucinants. énorme, bah ouais. Donc, globalement, ça, en plus de la belle baisse que c'est, en fait, ça a globalement été abandonné un peu plus d'un an après, le 16 juin 1999, moins d'une année avant leur lancement, pardon, avec une perte après impôt de plus de 114 millions de dollars. Eh, mais cher. Bah oui. Non, mais Et le franchement, support là, du c'est service terrible. a quand même continué jusqu'en 2001. Donc si jusqu'en fin 2000, tu voulais re-regarder ton Spider-Man 3 que tu avais loué, qui n'était pas sorti en plus, du coup, Spider-Man 1 Pas juste, encore, ouais. que tu voulais, que tu pouvais regarder, que tu n'avais pas converti en Silver, tu pouvais encore choper ton téléphone et le convertir. Une belle enculerie ce truc. Moi, je suis désolé, je vois pas d'autres termes. Et surtout, je vois pas comment, finalement, à distance. Ok, admettons que j'achète Retour vers le futur ou le premier Star Wars. Mhm. Je le regarde. Mhm. J'appelle. J'ai le Silver. Donc j'ai mon Star Wars 1. Il est Silver. Mhm. Il est Gold. Il tu est vois, illimité. Il est illimité. Alors non, il y avait un truc Gold, ça n'a jamais fonctionné. Ils Ok. ont envisagé un système Gold, c'est pour ça qu'il y a que Mais le y a Silver quoi et le au-dessus Gold. T'as le behind the scene. J'ai commencé à regarder, j'avais vu des trucs, mais j'ai rien eu. T'as un hologramme Rien qui de sort. concret, c'est ça. L'arnaque complète. Je crois que les Gold, c'était des exclusivités qui étaient produits par Divix. T'as ou un truc comme Michael ça, J. mais ils en ont Fox qui jamais fait. t'appelle. genre. Hello, Quentin. Thank you for that gold. Fuck Parkinson. Mais ça veut dire que, genre, aujourd'hui, la personne qui détient ce fameux DivX Star Wars Silver, il peut encore le lire S'il a un lecteur Divix. s'il a un lecteur DivX. Mais comment ils font je veux dire, parce qu'à l'époque, c'était t'appelais l'outline, donc à distance, ils te déverrouillaient quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, alors il ne déverrouillait pas un truc où il devait peut-être te donner un code ou un truc comme ça. Je sais pas techniquement comment ça fonctionnait. Je pense qu'il devait y avoir un code. Ouais. Une clé de déchiffrement ou un truc comme ça pour le convertir, puisque en fait tu l'appelais par téléphone parce que tu n'avais pas internet, c'était le principe. Mais aujourd'hui, de toute façon, Ah ouais. tu connais quelqu'un qui a un Divix, toi? Déjà que le truc il a vécu qu'un an. En vrai, déjà Et- trouver un lecteur Divix et un Divix, ça doit être Alors, miraculeux. Je serais mort de rire d'aller faire un tour sur eBay.
d'acheter un DivX Pour la Silver, relique, pour incroyable. la relique et voir si ça fonctionne. Si quelqu'un d'ailleurs écoute ce podcast et a envie de partager son témoignage ou en a parlé à ses parents ou un parent qui J'adorerais. écoute le truc, peut Je nous pense faire que- une bulle vocale sur le DivX, moi j'adorerais. Je hein. pense qu'il y a des gens qui assumeront pas. Ah pitié, assumez. Ah je vous en supplie, c'est une anecdote. Il y a de fou. prescription, vous pouvez assumer. N'hésitez pas. Je vous propose de vous téléporter un tout petit peu plus tard, en 2007, une très belle époque pour la tech, hein, Facebook, etc. Et pour Microsoft, L'iPhone. ça rime. Oui, l'iPhone également. Très belle époque. YouTube je te qui est disais. arrivé juste avant, je crois. YouTube, 2006, je crois. J'ai pas la date exacte. Je crois que c'est 2006. Mais c'est ces alentours. En tout cas, tout est fleurissant, dont une fameuse nouvelle version de chez Microsoft qui va débarquer chez les plus férus de nouvelles technologies, Windows Vista, qui s'avère être une énorme révolution graphique après des années d'attente. On sait, hein, Windows XP était arrivé, les fameuses plaines de campagne, Ouais, exactement. vert, Ouais. bleu, etc. L'objectif, c'était de moderniser l'OS entre sécurité, interface aéro et nouveaux modèles d'accès. Il y avait énormément de promesses et d'attentes. Il y avait un énorme- marketing de zinzin. Je sais pas De si zinzin. Oui, tu- il y avait. Je crois que c'est le seul OS où j'ai vu une pub à la télé pour l'OS, quoi. Ah ouais, T'as- Et T'avais genre, même, au journal de 20h, à un moment, il y a eu un truc et tout. Ils ont montré Vista et c'était un truc, une dinguerie. Tu en pouvais même marketing, acheter des PC avec marqué fourni avec Windows XP, mais peut faire la Oui. migration Vista, enfin, c'est Ready, vrai. un Vista truc comme ça, compatible Vista et tout ça. compatible, ouais. Il y avait vrai qu'il y a eu un beaucoup de gros truc, promesses. Il y avait Mais beaucoup le de belles marketing choses. était dingue, vraiment dingue. Ouais. Sachant que ça venait avec des promesses évidemment, mais surtout un nouveau concept de design qui était novateur à l'époque, puisqu'on quittait ce qu'on appelle le neumorphisme, c'est-à-dire des icônes, une interface qui ressemble à la réalité. Très monolithique. Ouais, qui Oui. Très veut- Qui ancré. singe qui un veut petit peu s'ancrer. les objets réels du réel. Exactement, pour familiariser en fait les gens. C'est ça le but du Mm. du neumorphisme pour ceux qui connaissent pas. Et je vous invite à aller voir éventuellement ma vidéo sur YouTube qui parle de iOS 26. Je fais un petit peu toute la rétrospective du neumorphisme L'évolution. au flat design, l'évolution un petit peu de tout ça. Et c'est exactement ça. Pour vous dire les grandes lignes, le neumorphisme, c'était de dire à l'époque, bah, on ne connaît pas l'interface graphique, on ne sait pas comment fonctionne un ordinateur globalement, et donc on va prendre un objet du réel, une poubelle, et on va le reproduire à l'identique sur l'ordinateur. Oui. Globalement, c'est ça. Donc, Un tu le bloc-notes, visualises. c'était un bloc-notes. Un bloc-notes, c'est voilà. un bloc-notes. Et quand tu vas dans les notes de l'iPhone à l'époque, par exemple, c'était le bloc-notes avec la page que tu peux tourner, etc. Mm. Bref, là, on arrive dans une toute nouvelle époque avec l'aéroglace, la nouvelle interface graphique avec transparence, des effets de 3D et qui utilise le processeur de la carte graphique pour accélérer les graphiques, bien évidemment. Et c'était appelé Aero, en fait. Le thème, c'était thème moment-là. aéro. C'était le thème aéro. Je suis pas sûr du processeur de la carte graphique, j'ai compris où tu voulais aller. Alors, mais Justement, c'était une petite Je te- transition. je te pardonne. Parce que l'idée, c'était que toute cette interface, étant novatrice, en tout cas pour ce que voulait faire Microsoft, était très énergivore. Ah putain de merde. Et c'est pour ça que ça a foiré. En fait, Vista était tellement lourd C'était pour les lourd. machines courantes du moment qu'ils avaient des problèmes de compatibilité matérielle et drivers Ouais. qui étaient colossales, et notamment du contrôle de compte qui était mal calibré et qui irritait les utilisateurs. Alors, si on peut le ouais, dire comme il- ça. Il y a deux sujets. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que tu avais un PC, tu étais avec un Intel Celeron Dual Core, donc un truc qui Ouais. n'était pas spécialement performant. Non. Tu avais 4 Go de RAM au max, donc là, tu avais vraiment, tu vois. Moi, je me rappelle, j'avais un All-in-One, je crois que j'avais un. Alors, au départ, j'ai eu un Compaq. Ok. Une vieille marque qui est morte, qui a été Ouais. absorbée par HP, si je dis pas de Oui, oui, bêtises. c'est ça. Et après, j'ai eu un All-in-One HP. Je crois que j'ai eu 2 fois Windows Vista, si je dis pas de bêtises. L'interface, honnêtement, elle n'a pas eu le crédit qu'elle mérite. La preuve, c'est qu'Apple y va aujourd'hui avec le Liquid Glass. Glass, On exactement. va en parler, ouais. L'interface était vraiment très belle. Tu passais Oui, de oui. Windows XP à Windows Oui, oui. Vista. Visuellement, c'était une révolution. Enfin, C'était une claque. une claque, magnifique. C'était une claque, ouais. Sauf que personne n'a pu en profiter parce que pour avoir un PC comme ça qui tourne et qui met pas 4 heures et qui rame pas sa grand-mère à chaque fois que tu ouvres un truc, c'était une Si catastrophique. t'avais pas un corps de duo ou un AMD 64. Une carte Voodoo 3000, ouais, le ouais, truc exactement. de fou, sur ton port AGP, parce qu'il n'y a pas de PCI Express, c'était globalement assez lourd à utiliser. Et tu as parlé de l'UAC, le User Access Control, qui est, je pense, le truc le plus casse-couille qui a été créé, mais qu'on retrouve aujourd'hui sur Windows, puisque c'est le pop-up qui dit Oui. voulez-vous faire. Êtes-vous sûr de vouloir, Confiance, de vouloir réaliser cette action, machin, C'est une vérification quand tu installes quelque chose pour être sûr que tu. que tu exécutes avec des privilèges, en fin de compte. Exécuté quand même. C'est ça. Le Sauf fameux. que sur Windows Vista, tu l'avais genre 2-3 fois avant d'exécuter ton putain de logiciel. Ouais. Mais pour tout.
Pour tout, pourquoi vous avez fait un truc aussi lourd? Attends, j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Il faut savoir que quand ça arrive, moi j'avais du matos. J'avais une imprimante. L'imprimante n'a jamais voulu marcher sur Vista jusqu'au jour où j'ai une idée de dire tiens, si je désactivais l'UAC par hasard, j'ai désactivé, la driver s'est installée. Mais Voilà. Parce que t'avais juste il y pas avait le un prompt prompt. blocage. Non, en fait, l'UAC bloquait le driver. Mais en En fond. tout cas, refusait que l'imprimante fonctionne. Ouais. J'ai désactivé l'UAC, l'imprimante s'est mise à marcher. Et c'est fou parce que t'avais plein de bonnes idées. Rappelle-toi, t'avais le panneau latéral avec tes petits widgets. Avec Oui. les petits widgets. Tu pouvais mettre ton petit bloc-notes, tu pouvais mettre tes petits... L'horloge, Esthétiquement la petite parlant, horloge, t'avais vraiment de très très bonnes Ouais. idées. Le côté, du coup, le sorte de glace morphisme qu'on connaît aujourd'hui avec le Liquid Glass était déjà là à l'époque avec Windows Vista. Avec du coup tout ce jeu de transparence, cet effet de verre un petit peu en quelque sorte. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi ce côté coverflow pour naviguer entre les applications. Oui, le truc en On 3D là. pouvait switcher en 3D pour aller checker ça. Et vous imaginez bien que ce genre de choses, Ouais, ça a du mal à tourner. Ouais, Même alors aujourd'hui que- sur certaines machines. Alors que tu vois, à l'époque, c'était méconnu, mais Linux avait ce genre d'animation. Eux, c'était un cube à l'époque pour tourner, Oui. pour avoir des bureaux indépendants. Et eux, je me souviens que ça marchait super bien parce que c'était très raisonnable en ressources. Là où ce truc-là de Vista, finalement, au bout d'un moment, en fait, les premiers tips qui sont arrivés sur Vista, quasiment, ça a été de désactiver tous ces effets-là. Bien sûr, c'était les mecs qui mettaient plus d'aéro, plus d'effet de transparence, Ouais. plus d'ombre derrière ton curseur. Tu désactivais tout, tu te retrouverais presque avec l'interface de Windows 98 au bout Ouais. d'un moment. Bah, surtout qu'en fait, ils étaient vraiment dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils voulaient chercher cette espèce de liquid glass qu'on a aujourd'hui, Ouais. mais avec les icônes qu'on connaissait d'avant. Donc, on parlait du bloc-notes par exemple, ils avaient les codes encore du nomorphisme là-dessus. Donc, en fait, la transition, elle n'était pas complète. Ils ont eu peur. Et je en même pense. temps, et c'est ça, c'est que je pense que, alors déjà, c'était en termes d'adoption, c'était colossal, que ce soit esthétiquement parlant, j'ai envie de dire, pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre, et en même temps pour le logiciel, qu'ils puissent le supporter. Et donc, c'est pour ça que le lancement a été assez cata. Pour les entreprises, je vous en parle même pas. Je crois Et, qu'il n'y a aucune entreprise que je connais qui est passée par Windows. On est Mais ils ont fait resté sur la XP. migration directement sur Windows Windows 7. Windows Ouais, mais en 7. attendant, c'est resté sur XP pendant longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, Pendant oui, mais il y très a même longtemps. encore des trucs, même en gare, des trucs comme ça, ils utilisent Moi, quand j'ai Windows commencé XP. à bosser, j'étais sur XP de mémoire. Hein. Mais malgré tout, c'est un projet ultra ambitieux et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'on a tendance à l'oublier en fait, cette Mais mise à il est jour. mal aimé, en fait. Bon, je vais pas dire pour les mauvaises raisons, c'est pas vrai, mais il y a plein de trucs que Windows Vista Il y a a beaucoup de amené bonnes idées. qui sont passés à la trappe, mais qui existent encore aujourd'hui sur les OS modernes et pas que sur Windows. Mais juste parce que l'OS, il était juste hyper lent et hyper dur à utiliser. Tout ça était complètement occulté. Il faut savoir que Windows Vista a quand même finalement à la fin été apprécié, mais genre quand il était en fin de vie, quand il y a eu Ouais. la migration, parce que Ouais. en fait chez Il y a eu des Microsoft, mises à jour quand même entre temps. ouais, et puis les utilisateurs de Microsoft, ils ont souvent tendance à détester les nouvelles versions, très souvent, C'est vrai. très souvent. Et d'ailleurs, il y a aussi la fameuse légende que Microsoft foire une version sur deux. Bien Il y sûr. avait cette Qui sorcellerie Qui se là, vérifie, hein, parce que tu as la version Windows 7 qui arrive après, qui était l'une des meilleures versions de Windows qui soit jamais sortie juste après Windows XP. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait après Windows 8, les Voilà, tiles, exactement. qui puaient sa mère. Qui était une catastrophe. Une catastrophe. Même avec Windows 8.1, c'était la même merde. Hein. Et après, ils ont sorti Windows 10. Windows 11, c'est censé être la merde. Je trouve que Windows 11, ils s'en sortent pas Ça trop va. mal, Ouais, franchement. ça va. S'ils nous mettent pas tous les trucs d'IA, machin, mais je digresse. Ils sont pas passés sur de l'interface Liquid Glass et tout Mais- ça pour cette partie-là. Mais Windows Vista a été mieux toléré quand les machines aussi ont commencé à être plus puissantes, à mieux Évidemment, l'accepter. c'est Il y a ça. eu de l'optimisation, notamment, je me souviens que ça allait mieux quand il y a eu le Service Pack 2 de Windows Vista qui est sorti. Qui est sorti Mais 3 ans genre, après. c'était à la fin. Ouais. Vraiment, quand je t'en Ouais. parle, les gens avaient déjà transitionné vers le Windows 7. Il y a un autre truc aussi qui a foutu un peu le bordel, et je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était les licences. Parce que ils se sont dit, on va faire des licences pour tout. Tu veux de la licence pro, de la Ultimate, de la Oui. légère, de la small business, machin. Ils t'ont fait une chier de licence. T'es en mode, je sais pas, Je prends Ouais, pas. ouais, je ouais, veux Windows, quoi. je veux Windows, ouais. Je suis. L'édition Family, l'édition Pro, l'édition Ultimate. Ils auront rationalisé ça ouais. un peu après, mais pendant une période, t'avais 15 versions de Windows différentes et tu comprenais pas c'est quoi la différence entre les versions. Même moi, aujourd'hui, je saurais pas t'expliquer. Je hein. crois qu'il y avait une avec. Il y avait une histoire de Media Center à l'époque et des choses comme ça. Mais c'était très à la marge, c'était très con, quoi.
Mais voilà, pour Windows Vista, la petite histoire de ce beau logiciel qui a pas mal sombré. Et parfois, l'humilité d'un échec permet aussi de repartir plus fort et de t'en parler. Windows 7 a été une sacrée réussite. Tu te verrais de le retester là? Si je te prépare quelques PC, je te mets les versions de Windows En petit à vrai, petit. je suis très curieux. Tu sais quoi, j'ai fait justement ce récap de l'évolution de l'OS d'Apple. Je suis très curieux de le faire avec En Windows. vrai, avec Ça ta se prépare machine un aujourd'hui, tu pourrais faire une machine virtuelle et Oui, juste bah, l'installer. Je crois que virtuel. non, mais je crois que c'est mieux que ça. Je crois que tu as même un site qui te permet d'aller sur ton navigateur et de checker les vieilles versions, genre d'avoir un bureau de Ok. Windows d'époque sur les nouvelles Excellent. versions. Mais un truc à préparer, ça m'intéresse. Un petit sujet de vidéo un peu cool. Je peux vous dire que des interfaces pourraves, ils en ont fait et je vais vous parler d'un truc que personne ne connaît, sauf peut-être vraiment les plus vieux qui nous écoutent, Microsoft Bob. C'est un logiciel ambitieux qui est une surcouche graphique alternative qui visait à rendre l'utilisation d'un ordinateur plus simple et convivial pour les débutants. Comment est-ce que ça se matérialise? On remplace toute l'interface, toutes les icônes, tout ce qui peut évoquer le fait qu'on est sur un ordinateur avec une maison virtuelle où chaque pièce elle a des objets interactifs qui sont en fait des raccourcis vers les applications que vous devez exécuter. C'est simplement Adibou. C'est Adibou. C'est exactement ça. Adibou. C'est Adibou POV. Donc tu cliquais sur un calendrier, hop, t'avais ton agenda qui s'ouvrait. Tu ouvrais un carnet, hop, t'avais ton traitement de texte. Et dedans, vous reconnaissez peut-être le petit chien dans le coin qui s'appelle Rover, qui reviendra un petit peu après sur notamment la recherche de Windows XP. Vous vous rappelez pas d'un Non, petit chien Moi, si c'est pas le trombone dans Word, Oh, les trompes. Le trombone, il a un nom. Sache qu'il s'appelle Clippy et Ok. qu'il est également été créé par Microsoft Bob. Et j'avais Dr. Watson aussi dans les trucs un peu Non, pas Watson. personnifiés. Mais Clippy, Ouais, il existait. Rover, ils existent parce que Microsoft Bob a existé. ok. Je trouve ça assez fou. Excellent. Vous pensez que c'est la seule anecdote que j'avais sur ce Microsoft Bob? Comics sans MS. Ça a été inventé avec Microsoft Bob. Ok. Cette police Cette police abominable Je le que déteste. tout le monde chie à chaque fois Je que le t'envoies déteste. sur Internet. Ça Écoute-moi a été bien. créé par Bob. Microsoft. Enfin, Va te faire foutre. ça a été introduit sur Microsoft Bob. Je trouve ça incroyable. Donc, si vous vous demandez ce à quoi ça ressemble, hein, globalement, imaginez vraiment une maison à Adibou. En fait, on dirait vraiment un exercice de logo est scrapbooking. terrifiant. Ouais, ouais, le C'est logo- abominable. Le logo c'est Bob, pour vous dire, Tu c'est sens- c'est BOB. Le O, Et c'est un c'est smiley. un smiley avec des lunettes. Après, Et un smiley foiré. Hein, parce qu'il faut après dire- c'est 95. Terrifiant. 95, j'étais pas né. Donc, tu vois, dans le contexte de l'époque, tu te dis, en vrai, ça devait être OK tiers. Tu Mais vois. tu vois, on en parlait dans le côté neumorphisme. Ce truc-là de Bob est hyper intelligent dans un sens parce que effectivement, tu as une interface où tu cliques sur le calendrier, bah tu as ton calendrier. C'est ça. Il y a Donc, Winamp. Dans pour la les- chaîne pour les sur la gens- culture, il y a Winamp, le truc pour lire les musiques. Pour, bien sûr. les musiques, ouais. Pour les gens, par exemple, la vieille grand-mère de 95 qui débute sur un ordinateur, bah pourquoi pas? Elle clique sur son horloge, elle sait que c'est une horloge, elle va avoir l'heure. Donc il y avait un truc. Il y avait une idée, bonne idée, mauvaise Ouais, mais- exécution. Ah ouais, vraiment. Parce qu'en fait, C'est bête, c'est un des trucs qui a été le plus reproché par les utilisateurs. L'interface, elle est trop enfantine. Le concept, il n'a pas parlé aux utilisateurs Bah, adultes et c'est même un les fourre-tout, enfants. En étaient fait, en mode- en fait, c'est ultra. En fait, quand on regarde le problème de ça, si on passe l'époque graphique un peu très très sommaire, c'est que c'est ultra bordélique en fait. Ben Il y en ouais, a c'est pas ça. visuellement. Tu sais pas en fait sur quoi cliquer. Mais Je en sais fait, que il y avait- j'ai mis 2 minutes à trouver le Winamp. Et il y a des icônes, il y a un truc tout au-dessus, une espèce de trophée. Je sais pas à quoi ça correspond, mais il y en a partout. Mais en fait, t'avais deux catégories. agressif. T'avais les gens qui disaient qu'ils ont voulu simplifier le truc, c'est encore plus gênant. Et il y en a, ils me disent, mais ils nous prennent vraiment pour des golemons. Il y en a, ils ont dit, genre, c'est condescendant comme interface. C'est ouf. Genre, en mode, t'as des gros blocs parce que tu pars du principe que je sais pas utiliser un PC. Ouais, Mais alors, après, comment tu ça peut être l'activais le senior quoi. Alors, je Ouais, sais pas c'est vrai. comment tu l'activais. Je pense que tu l'installais, que tu pouvais basculer dans un mode un peu convivial au même titre qu'une Mode autre senior, le application. fameux mode senior. Et au même titre, c'est un peu ça, ouais. Et au même titre que Windows Vista, c'était trop gourmand pour l'époque, puisque figurez-vous que, notamment sur l'espace disque, ça demandait 8 mégas de RAM. Ah ouais. Ce qui était beaucoup Ce qui plus était que ce que l'époque. possédaient certains PC. Exactement. Je rappelle qu'aujourd'hui, 8 mégas de RAM, ça fait vraiment sourire. C'est littéralement le cache, tu sais, le cache processeur de certains C'est vrai. PC. Je rappelle qu'on est en 95 quand même, donc faut y aller mollo. C'était une expérience bien plus compliquée. Et sachez que vous pensiez que c'était gratuit, ça coûtait $100. Oh ouais, Non. ok, d'accord. Ah Donc ouais. c'est-à-dire que Pour te faire chier dessus, quoi. Vraiment, tu vois ce que j'allais dire, tu payes $100 c'est vraiment. pour te ouais, faire chier dessus par une interface qu'on Ouais. dirait que ça sort Exactement. d'un Fever Dream sous LSD. Et en plus, sachez que c'est arrivé quasiment à, je sais pas, peut-être moins d'un an de la sortie de Windows 95, qui pour le coup a marqué une vraie révolution dans la gestion des interfaces chez Microsoft et qui était
très inspiré des interfaces Xerox de l'époque notamment. J'adore. Microsoft Bob a été listé parmi les 7 dans le magazine PC World sur la liste. Il était 7e sur la liste des 25 pires technologies de produits de tous les temps. Il était numéro 1 dans la liste de CNET. Oh merde. Et il a aussi été listé parmi les 50 pires inventions dans le Time Magazine. Il y a une liste, mon gars, c'est terrible. Alors que regarde, Le Clippy, bidon d'or. on en refait des mêmes. Rover, il est revenu sur Windows XP, tu sais, le chien quand tu faisais des recherches. Et Comic Sans MS. Enfin, Comic Sans. Comic Sans. Là, tu sais, c'est un alignement des étoiles du mauvais goût, quoi. Ah, je te jure, c'est. Ils sont dit, on va mettre tous les échecs là, comme ça on est débarrassé pour la suite. Là, Puis c'est t'as revenu le plus tard. Cristiano Ronaldo de l'interface dégueulasse. Ah ouais, vraiment. Et c'est marrant parce que tu vois, puis on se marre parce qu'effectivement, on essaie de comprendre un petit peu pourquoi ça a échoué, mais il y a une succession de fails chez Microsoft, mais ils sont toujours là. Ouais. Mais tu parce qu'en vois. fait, je pense que t'es obligé de tenter. Tu te dis, ouais, c'est une Mais interface évidemment. de Golemont, mais tu peux pas savoir avant que tu l'aies fait que c'est une interface de con et que tout le monde va trouver ça Non, gênant. par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment tu te dis que un truc qui est un peu adapté pour des gens qui sont pas habitués à l'informatique, comment tu te dis que le truc va bouffer toute la RAM. Ça, c'est Alors vraiment déjà, le truc et où j'ai le puis, plus de mal, quoi. Et puis en vrai, tu programmes un truc en sachant pertinemment que ça va être pour une niche, que ce soit des tout petits enfants ou des personnes très âgées, sachant qu'on est en 95. Mais le Et PC, tu- c'est déjà Et une que tu niche. vas les braquer et 100 le balles. PC, et tu vas les braquer 100 balles. C'est terrifiant. Mais frérot, tu sais déjà que ça va pas fonctionner. Ça coûte 100 balles. Il y a En 3 fait, personnes qui vont C'est l'utiliser. du racket pour se foutre de ta gueule. Là, Vraiment, c'est c'est ouf. terrible. Mais encore une fois, j'ai envie de le tester. Il faut qu'on installe Ah, il faut Microsoft qu'on installe Bob. Ah, vraiment, il faut qu'on fasse ça. C'est terrifiant. Ah, je te jure. On continue l'émission spéciale flop Microsoft, malheureusement. En fait, je crois qu'il va y avoir la moitié de l'épisode, ça sera sur Microsoft. Il y a Satya Nadella accrochez-vous. qui va toquer à la porte lundi soir. Non, pardon, jeudi soir. Si jamais vous voulez passer et voir d'autres technologies, n'hésitez pas. Il y a le petit sommaire en bas dans la description. Mais c'est tout aussi intéressant. Je vous invite quand même à continuer à nous écouter parce que c'est pas terminé. Oui, parce que tu sais, tu étais plein de bienveillance pendant cette intro et je t'écoutais et je revoyais la liste des flops que j'ai ramenés aujourd'hui. Je me dis non, là on va se moquer. Hein. Aujourd'hui, On va on se n'est pas là, moquer. on C'est ce n'est que pas là j'allais pour dire. faire les mecs. Oui, C'est ce que j'allais dire. il faut tirer les leçons. Ils ont appris. Non, on va se moquer sale. Parce qu'il y a On des va se fois, moquer. il mérite. Tu sais, je parlais de poulet frit quand j'ai parlé de la HP Touchpad. Tu te souviens de cette tablette qui a duré 40 jours et qui est devenue top 2 des ventes. Allez voir l'épisode, je ne vous en dis pas plus. On est sur le même level. Mais là, c'est Microsoft qui signe un flop d'anthologie, on va dire ça. Alors, l'histoire, elle commence par Microsoft qui se réveille un matin. Donc, on est en 2010, un petit peu plus loin. Oh oui, plus loin. Oui. Et là, en fait, il voit pondre l'iPhone 4, exactement, pour te resituer l'histoire. Et surtout aussi Android qui commence à arriver dans le monde du smartphone. Et il y a un peu cette révolution mobile qui s'accompagne depuis 3 ans, puisque 2007, c'est le premier iPhone. Et là, tout d'un coup, les mecs, ils se disent, il y a panique à bord, il faudrait peut-être qu'on bouge un peu du côté du mobile, parce qu'on est un peu à la bourre. Donc, je sais que toi, tu as préparé un truc sur Windows Phone. Mais la petite anecdote, il se passe un truc un peu avant. Il y a un petit préquel secret d'ailleurs. Il décide de se dire, il faut qu'on réagisse vite. Et on veut réagir vite. Et quand on veut réagir vite, on va faire de la merde. On commence par quoi ? On commence par dire, vite, on n'a rien sous la main. Il faut racheter une start-up. Ou en tout cas, il faut racheter une boîte qui ssera capable de nous permettre de rattraper notre retard. 2010, Microsoft est puissant. Ils ont les fonds. Ils peuvent acheter un Exactement. truc fort. Ils ont acheté quoi ? Ils ont acheté une boîte qui s'appelle Danger Inc., qui était quand même connue pour être le créateur mythique du Sidekick. Ces fameux téléphones que tu clipsais avec déjà un clavier, un peu comme a eu les premiers Android. Nous, ça nous parle pas trop, mais crois-moi que on sait qu'on a peut-être une population de gens qui vivent aux US qui nous écoutent. Le Sidekick, c'est un peu une institution. À cette époque-là, c'est vraiment le produit que les jeunes adorent. Et d'ailleurs, l'idée derrière tout ça, c'est d'aller vite et de séduire la génération Y dans le mobile. Donc d'arriver et de frapper fort. Tu sais pourquoi on l'appelle la génération Y ? Non, À cause des écouteurs filaires. Parce que ça faisait un Y entre les deux oreilles avec le câble qui. incroyable. Voilà. Ewan Anecdote. et ses Eh ben, anecdotes, c'est voilà. fou. Entre celles que j'ai fait écouter à ma meuf, celle du sifflet Les Captain Crunch. Ouais, Crunch et tout ça. Incroyable. Et donc, il décide de lancer un projet en rachetant cette boîte qui s'appelle le projet Pink. En interne, il faut savoir un truc, c'est un peu comme chez HP. Ça va vous rappeler HP, le touchpad. On est vraiment dans le même truc. Ça sent la merde du début jusqu'à Oui, la fin. exactement. Donc, vous voyez venir, en interne, c'est déjà Game of Thrones.
Parce que eux, ils sont en train de préparer ce truc-là, mais en attendant, en sous-marin, il y a l'équipe qui est en train de s'activer pour nous parler de feu Windows Phone 7, qui est en cours dans les coulisses et qui est en train d'être développé. Et le problème, c'est qu'ils voient ce projet-là qui arrive, le fameux projet Pink, un peu comme une menace de dire « Ouais, les frérots, attends, on est en train de développer le truc mobile, là, et il y a ce projet qui arrive pour frapper fort et vite. » Eh ben, il faut savoir que le projet Kin, il a tout fait pour être en interne saboté et retardé pour pas faire d'ombre au futur OS de Microsoft. Mais il décide de le sortir quand même avec une espèce déjà d'interface, un logiciel hybride bancal qui a une base de Windows CE. C'est un Windows qui était connu sur les... Alors, Windows, mais sur tu sais les que Windows mobiles. CE, je suis certain qu'il y a des jeunes aujourd'hui encore Oui. qui s'en sont servis sans s'en rendre compte, notamment quand tu vas dans certains supermarchés, les petites scanettes que tu achètes, il y en a qui sont sur Windows CE. Les plus récentes sont sur du C'est Android. une version mobile. Je crois que la version. Alors, ça a été renommé Caca Edition quand même en Oui. France. Windows CE, Windows Caca Edition. Mais en fait, je crois que le vrai nom, c'est Windows Embedded ou quelque chose comme ça. C'est C'est ça. un Windows très léger avec Très léger, vraiment juste ce qu'il faut pour. C'est pour. En fait, ça On fait est pas sur ce des nom-là. terminaux, quoi. Mais c'est pour de l'IoT. Léger. Voilà, Léger. c'est vraiment un C'est Windows vraiment léger voilà. pour. Genre, c'est pas un OS, t'as la base du truc et tu développes ton logiciel au-dessus. Mais c'est très, très, très léger pour les appareils très mobiles. Donc, typiquement, je disais de l'IoT, mais c'est tout ce qui est truc de paiement, de scanette, etc. Alors, ils sortent deux modèles, le Key One et le Key 2. Je vous invite à aller voir le Key One. Il est vraiment sympa. C'est un rond, en fait. C'est un Kin, galet. c'est K-I-N. Ouais, K-I-N, ouais. Ok. Ça, en fait, c'est vraiment un téléphone sous forme de galet, tout rond, tout en rondeur, et que tu pouvais déclipser. Tu avais un clavier physique. C'était très beau. Et je sais qu'à l'époque, parce que je me suis retapé des vidéos, mec, sur YouTube, t'en trouves, même de la presse française qui en parlait. C'est genre des vidéos qui ont plus de 15 ans. Et on sent qu'il y a une vraie appétence du côté de la gente féminine pour ce téléphone qui est tout mignon. Vraiment. En vrai, il a vraiment une bonne tête, je trouve. Il a vraiment une Alors- bonne tête. On dirait un mix entre un C'est Blackberry, celui-là, hein. Attention, un c'est- Tamagotchi ouais, c'est ça. et C'est vraiment- T'as le 2 là, et ça, c'est le One. Incroyable. Donc voilà, Rewan est en train de le regarder. Il y en a un qui est arrondi et il y en a un qui a un format un peu plus smartphone, Un peu plus smartphone, ouais. moderne. Un peu de plus l'époque, de l'époque, premier quoi. Galaxy pour ceux qui ont la Exactement. référence. Exactement. Bah, que tu Ou les pouvais premiers slider, HTC. ouais, ou Motorola, Exactement. ou LG à l'époque, effectivement. Exactement. Là, le Kin One, comme tu dis, c'est vraiment un petit truc rondelet et voilà, qui avait un peu de la gueule. Sauf que ce logiciel, il sort et il a pas de store. Et en fait, il fonctionne sur une notion de réseau social. C'est-à-dire que j'ai été voir, hein, parce que vraiment, je savais plus trop comment ça aurait pu marcher. Mais si tu configurais le téléphone et t'agrégeais tous tes réseaux sociaux, t'avais X, t'avais Facebook, t'avais tes mails, tes contacts, etc. Et en fait, l'idée, c'était que tu pouvais partager du texte, de l'image, des URL, tout ça, directement via tes contacts, tes amis, tes proches. Et en fait, le smartphone, il faisait le taf pour essayer de mettre ça en forme. C'est-à-dire que si c'est un projet, une pièce jointe un peu lourde, ça va être envoyé par mail. Si c'est un petit texte, ça sera envoyé par SMS. C'est lui qui gère un petit peu en autonomie comment il envoyait ça. Ça a pas l'air d'être une bonne idée. Ça Ça veut dire que toi, tu m'envoies un texte qui est méga long parce que tu veux m'envoyer un poème, parce que tu m'aimes. Ça va arriver par mail. Moi, ça va. Je sais pas où je le reçois. Ça veut dire qu'on- terrifiant. ouais, Si, on peut- tu reçois une notif qui te dit, et après, en fait, tu cliques sur la notif. Ouais, et mais tu s'il a vois, pas un kin. Tu vois, moi j'ai Oui, un oui. kin. Je lui envoie un truc, on sait jamais. Un jour ça arrive sur X, le lendemain, la même conversation C'est peut ça. arriver par mail et par BBM. Tu vois, tu sais jamais où ça va tomber. Et il faut savoir qu'en plus, le truc, il était vraiment axé cloud. C'est-à-dire que les capacités, même en stockage et tout, parce qu'il y avait un appareil photo, etc., tu pouvais filmer sur le Kin2 à l'époque en 720p, c'était une révolution. Et en fait, le truc était axé sur le cloud à mort. Le truc sort et le truc plante. Ça marche pas. Il faut C'est un savoir four. que le truc est un four. C'est un téléphone qui est vendu pour ado, mais avec un forfait data de luxe. C'est-à-dire que toi, t'es ado, t'as pas d'oseille, mais il faut que tu convainques tes parents. Je crois que c'était de lâcher $70 quand même par mois pour le forfait. Mais c'est dispo qu'aux États-Unis, on est d'accord. Ça a essayé d'arriver en Europe parce qu'il y a vraiment de la presse européenne. Moi, j'ai vu un événement presse où les mecs ils expliquaient et en fait le truc il est mort avant d'arriver en Europe. Il était prévu pour arriver. Tu m'étonnes. Tout était donc, comme je te disais, centré sur le cloud. Il fallait utiliser ce qu'ils appelaient Kin Studio. Il n'y avait pas de câble, rien. C'est-à-dire que même pour transférer tes photos, tu n'avais rien. Tu pouvais pas dire tiens je le branche en clé USB ou en ce que tu veux, je lance mon Kin Studio. Non. Et à un moment ou à un autre, ça a tellement planté, le truc s'est planté. Il y a eu un problème grave sur les infras, parce que les infras n'étaient pas bien taillés. Les gens se sont retrouvés sans contact, sans photo, sans Mais calendrier, non. sans rien. Il n'y a plus rien qui marchait. Le coût du projet, il a été estimé à $1 milliard. Oh putain. Rachat de la boîte donc en question, plus la R&D qui a été mise derrière, parce que du coup, il a fallu tout réadapter. Durée de vie du projet, 48 jours.
Mais Comme là, Tu vois, non. 48 jours. 48 jours sur le marché avant d'être retiré. Mais en vrai, tu vois, il y a un côté un peu illogique parce que 48 jours, tu peux pas vraiment tester les répercussions des gens. Mais si tu rigoles ou quoi, Alors- 48 jours, si ça flop en 48 jours, c'est que Alors- c'est dramatique. Bah pour ouais, qu'ils mais disent, tu dois on le faire des retire. campagnes et tout Attends, ça. t'inquiète pas, vous allez vite comprendre. 48 jours, ça te suffit pas. Bon, les ventes, moins de 10 000 unités qui ont été vendues. Oh la vache. D'accord. Et je vais te donner une anecdote très très 10 000 croustillante. unités, c'est un Apple Store. Exactement. Un jour, je pense. Même pas l'ouverture, hein, genre, je sais pas, 3-4 jours après. Le produit, il était fabriqué à l'époque, avant même le rachat de Microsoft, c'était fait par Sharp à l'époque qui faisait les produits. Et en fait, je sais pas si Microsoft, il sentait déjà que ça puait, mais en fait, il passait par un opérateur, je crois que c'était Verizon ou T-Mobile, j'ai un doute, un des deux qui s'occupait de donc diffuser le produit et de le vendre. Ça a été tellement un four qu'au bout d'un moment, T-Mobile leur a dit ça marche pas votre truc, c'est de la merde, faut arrêter tout de suite. Microsoft, ils ont un peu tardé à faire arrêter la production du côté de chez Sharp, on a arrêté tout parce que ils se sont retrouvés avec un stock, le FAI, et à un moment, ils en ont eu tellement marre, ils ont tout renvoyé à Microsoft. Tiens ta merde, reprends-la, Ah, j'en veux dingue. j'en peux Ils plus. les ont enterrés au Nouveau-Mexique, Exactement. comme les disquettes de E.T. Et voilà, exactement. Et les mecs se sont retrouvés avec des palettes, j'imagine, chez Microsoft, tu sais, à l'entrée de l'accueil de chez MS, avec des palettes entières de produits. Tu sais, sur le campus, ils devaient les jeter, tu sais, pour faire des ricochets avec. Tu sais, sur le lac du campus, là. Dingue. Tiens, Mais Ray-Ban. alors attends, si je comprends bien, en fait, c'est pas un téléphone qu'ils ont inventé, ils ont récupéré la techno en fait, ils ont juste En mis fait, leur OS. c'est Ils ont le- acheté la boîte voilà. pour combler le retard, en fait. Pour se dire, il faut qu'on se positionne, il faut qu'on ait un truc, parce que C'est là, on ça, va avoir ok. l'air de branle couille. Sauf que, bah, en vrai, à ce compte-là, fait rien, quoi. À la base, ils ont vraiment racheté une boîte qui faisait un smartphone qui avait une bonne opinion auprès des jeunes, le fameux Sidekick, Je pardon. dirais téléphone, pas Voilà. smartphone, mais oui. Oui, exact. C'était c'était une idée de alors voilà, et c'est bien, tu me tends une belle perche pour finir cette histoire incroyable. Alors, l'humiliation, elle s'est pas arrêtée là. Il est tout émoustillé, Mais- Non, mais parce Mais que achevez. vous allez voir le retournement, le climax à la fin est génial. Fin 2010, pour vider les stocks qui traînent, tu sais, au hall d'accueil chez Microsoft, ils ont relancé le téléphone sous le nom avec un Kin One M. Voilà, ils ont rebrandé un petit peu le truc. Et finalement, tout ce qui faisait un petit peu la genèse et la philosophie du téléphone, où vraiment, quand tu regardes les pubs, il y a encore des pubs qui existent, si vous voulez aller voir sur YouTube et tout, c'est très axé sur genre, je suis avec mes potes, on est connecté en social et je vous envoie des trucs et machin. C'est ça le cœur de ce téléphone. Et ben finalement, ils ont décidé de le revendre en mode Key One M, donc le relancer. Sauf que là, ils ont désactivé toutes les fonctions sociales et Internet pour le vendre comme un téléphone basique, un fameux dumb phone, un Oh social là phone là là. interdit des réseaux sociaux. Oh non, mais. Oh la Oh la vache. vieille Voilà. relance de merde. Ils se sont dit, au moins c'est un téléphone, vous l'achetez, Voilà. filez-le à vos grands-parents, quoi. Mais débarrassez-nous quand on n'en peut plus. Vous Pitié. avez un écran, vous avez un clavier, vous avez une batterie, il s'allume. Voilà, faites-en ce que vous voulez, nous on arrête. Eh bien écoutez, je vous propose de clôturer cette épopée Microsoft avec le fameux Windows Phone, dont j'en suis sûr vous vous en souvenez un petit peu. Ah oui. Après cette ère aéro, on a eu l'ère du flat design. L'ère de l'iPhone avec effectivement ce nouveau contraste apporté par Johnny Ive dont on a parlé plus tôt cette semaine. Ce fameux flat design qui réinterprète absolument tout dans l'interface. Et avec ça est venu le Windows Phone, le fameux. Windows Phone qui est sorti, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près en même temps que Windows 8. Voilà. Exactement. On se Ouais. demande pourquoi c'est une mauvaise chose. Oh la tuile. Oh oui, Oui, Oh, excellent. excellent. Microsoft, comme avec le Kin, voulait rattraper son retard sur Apple et sur Android. Leur réponse a été Windows Phone. Avec ça, ils se sont dit, mais attends, on va faire un petit effort sur le mobile. Parce qu'on a déjà Windows Mobile, mais on va faire Windows Phone. Ça sera encore mieux. Ils proposent du coup une interface entièrement originale, basée en partie sur ce qu'ils allaient faire sur Windows 8, Mhm. les fameuses tuiles, les tiles qu'ils appellent. Mais rien que le nom déjà, c'est un trigger, tu sais. Ah vraiment. T'es sûr? L'idée, c'est d'oublier les applications, c'est d'avoir plein de carrés Ouais. que tu peux disposer un petit peu comme tu veux, réinterpréter ton bureau, réinterpréter ton menu démarrer, et sur le mobile, dire qu'en fait, c'est un peu comme le responsive design sur un site internet. C'est exactement Quand ça. tu réduis, les blocs peuvent s'ajuster en fonction de la taille du téléphone, peuvent s'ajuster en fonction de l'ordinateur, ce qui est
d'un côté très malin, parce que ça veut dire que, un peu comme ils le font avec Windows, c'est que tu peux aujourd'hui dire, bon bah je donne la licence à n'importe qui, je sais pas, un Arcos qui veut faire un téléphone de merde, et bah tu leur dis, bah ils achètent la licence et ils l'intègrent. Et surtout que cette idée du responsive design avec les tiles, il y avait des bonnes idées. Genre, si tu agrandissais par exemple ta case mail, bah t'avais la preview de tous tes mails Oui, c'était directement. dynamique. C'était dynamique. Et c'était bien pensé. T'avais quand même le menu avec toutes tes applications par ordre alphabétique que tu as même sur un Windows, enfin un PC Windows traditionnel. Donc en vrai, l'idée est pas mauvaise. Et à la base, le nom original de ce truc-là s'appelait Metro, je me souviens. Le nom Oui, avant de changer oui, c'est Tiles. vrai, C'était c'était Metro, l'interface ouais. Metro. Et bien évidemment, du coup, tu avais des intégrations avec Office qui étaient étroitement développées là-dedans. Ouais. C'était une interface qui, malgré tout, était quand même fluide, moderne, en Oui. tout cas en avance sur ce que faisaient les autres, puisque c'était du jamais vu. Qui avait son alors- lot de fans. Hein. Il y avait vraiment des gens. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui me parlent de cette interface-là. Hein. Et quand c'est arrivé, toi, t'étais sur les vieux, enfin pas les vieux, mais t'étais sur du Android 4.4, un truc comme ça. Enfin, tu sais, c'était C'est ça. genre le Android un peu Ouais, moche. ouais. La fluidité des Windows Phone et la beauté de l'interface, c'était impressionnant quand tu basculais dessus. Hein. L'interface, vraiment, ça glissait tout seul. Là où Ouais. l'autre, t'avais l'impression d'avoir du 24 FPS, l'autre, t'avais du 60. C'était smooth, c'était lisse, c'était vraiment très très sympa à Bah, utiliser. j'ai le souvenir d'un Nokia Lumia, Ouais. Oui, si je dis pas qui de étaient les bêtises. flagships de chez Microsoft à Oui. l'époque où je crois qu'ils n'avaient pas encore été rachetés. Je C'est crois que ça. c'était juste un Et partenariat c'était, très étroit. c'était un beau smartphone, hein, visuellement. Bon, c'était en plastique, mais Avec je du crois. Carl Zeiss en optique. et tout. Exactement, et je crois qu'il y avait un dos jaune, si je dis pas de Oui, bêtises. qui était interchangeable. Interchangeable, vous pouvais ajuster du coup les tiles pour mettre la couleur que tu veux. Donc il y avait un lot de personnalisation qu'on commençait à voir apparaître sur Android avec les widgets, mais de manière beaucoup plus succincte. Donc on voit un truc. Le problème majeur de ce téléphone, au-delà de son interface qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que malgré tout c'est une nouvelle proposition Ça parmi divise, tout ça. mais c'était rafraîchissant. Là où, par exemple, Exactement. iOS et Android essaient de singer iOS et voilà. Et c'est vrai que lui, il avait au moins sa proposition qui était assez unique, quoi. Le problème, c'est qu'il y avait aucune application. Mais comme d'hab, c'est que en fait, Impossible de trouver Facebook. Ouais. Attends, Impossible de trouver Instagram. tu en profites, je t'en perche que t'es en train de me dire. Tu sais que c'était horrible cette histoire de Facebook. Pourquoi ? Microsoft était actionnaire de Facebook et n'avait C'est pas vrai. Facebook sur son Windows Phone. Imagine la dinguerie. Il y a eu un retard de dingue. Parce qu'effectivement, t'achètes un téléphone, tu peux pas avoir tes applications favorites. C'était fou. Alors après, ils essayaient de vendre le côté, bon, on parlait du Nokia Lumia, le côté photo où tu pouvais faire des trucs de dingue. T'as accès à Windows qui est étroitement lié, tu vois. il y avait 4 applis disponibles. C'était le Microsoft Store, c'était une hécatombe. T'avais, je saurais même pas me souvenir. Dans les applis tiers, je crois que t'avais un YouTube. Je crois que t'avais un. Justement, je voulais en venir à cette histoire-là. Faut Ouais. quand même dire que, pour faire l'avocat de Microsoft à ce moment-là, Google décide quand même de leur couper le tuyau. Pour tout savoir, en fait, à l'époque, je me souviens, YouTube, c'est une application non officielle qui est développée par un mec. Et en fait, l'appli, elle se fait ban. Elle se fait ban parce que Google refuse. Et Google refuse d'apporter YouTube, Gmail, etc. Et Ça- je pense que ça les a tués, ça. Je crois que ça va plus loin que ça. Je crois que pendant un moment, ils discutaient pour supporter même les APK natifs. Donc les APK, Alors, tu sais, sur Android, tu avais les fichiers .apk pour installer les applications. Sur iOS, tu as du IPA, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Pendant un moment, tu avais une question de voir le support. Ils ont dit non, globalement. Et le problème, c'est que pour développer une application sur les Windows Phone, c'est beaucoup plus compliqué que de développer sur un Android parce qu'il y a toute une notion d'héritage. Déjà, l'architecture est différente. Et en plus, tu as un héritage qui est là parce que on est à la 4e version d'Android majeure. iOS, on commence à le connaître. Microsoft, sur la partie mobile, c'est tout neuf. C'est ce qui a été compliqué aussi, c'est au-delà de l'adoption utilisateur, c'est l'adoption développeur qui a été un gros frein au développement. Et on sait, hein, quand les développeurs suivent pas, c'est l'effet touch bar sur les MacBooks. Et- C'est personne n'ira, on arrête la techno, quoi. Et Microsoft a tout fait. Hein. Moi, je me souviens de campagnes où ils disaient aux développeurs, venez, on va vous rincer, on va vous faire des chèques pour que vous Complètement. mettiez vos applications. Et en fait, le problème, c'est que ça n'a jamais pris parce que la masse critique d'utilisateurs, ça a été vraiment le serpent qui s'est mordu la queue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de masse critique d'utilisateurs, donc les développeurs ne voulaient pas y aller. Ce que sans doute Microsoft a essayé de proposer, ils n'avaient pas non plus le portefeuille illimité pour payer chaque développeur pour qu'ils mettent chaque application. Google qui leur coupe l'herbe sous le pied. Et l'histoire d'APK dont tu parles, je crois que c'est une autre histoire un peu différente que je pourrais raconter une autre fois, mais c'est avec Nokia X où il y a une interface, mais c'est de l'Android en fait en dessous qui tourne. Bref, c'est tout un bordel, mais ça pourrait être l'objet d'une autre discussion. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment eu le serpent qui se mord la queue, plus le retard accumulé, donc tu disais. Et Ouais, et malgré les milliards investis, hein, clairement, Microsoft a fini par tout abandonner. Donc,
il y a clairement, on le sait, hein, dans la tech aujourd'hui, un produit ne suffit pas. Il faut vraiment réussir à créer un écosystème qui a de la valeur pour que les gens y restent. Mais vraiment. ils y ont vraiment cru, hein, parce que les Nokia Lumia, il y en a pas mal qui sont sortis. Ça a continué, ça a été rebrandé après leur rachat des Microsoft Phone. L'interface, tout n'était pas acheté. Je pense vraiment que même sur la partie business, il y aurait pu y avoir des trucs. Tu vois, c'était la fin du segment BlackBerry aussi, hein, donc tu avais un segment à récupérer en le faisant un peu intelligemment. Dans ma boîte, on est passé par Windows Phone très succinctement. On a vite vrillé chez Android. Je pense qu'il y a eu un problème, c'est que pour les informaticiens que nous sommes, il y a eu un problème d'interconnexion. C'est-à-dire que c'était du Windows Phone, mais tu pouvais pas. Il n'y avait pas peut-être cette notion de MDM à l'époque. Ouais, tu vois, par exemple, tu pouvais pas les mettre dans un domaine Active Directory ou des trucs comme ça. Bon, je parle d'un peu spécifique, mais tu pouvais pas les inclure comme n'importe quel produit que tu pilotes dans ton entreprise. Ouais, tous les moldus qui se grattent la tête, hein, je te le dis. Bah, en fait, en gros, tu as un annuaire de ton entreprise où tu peux avoir chaque objet. Chaque objet, ça peut être un utilisateur, un ordinateur, une imprimante. Et tout ça, on appelle ça Active Directory, c'est un annuaire. Et Windows Phone ne pouvait pas, de mémoire à cette époque-là, rentrer dans ce truc-là. Et c'est central pour la gestion de tes équipements parce que typiquement, toutes tes politiques, elles vont passer au travers de ce truc-là. Aujourd'hui, globalement, dès que tu es dans une grande boîte, tu as globalement ces problématiques-là, savoir aujourd'hui si tu as un iPhone d'entreprise et que tu le perds ou tu te le fais voler ou quoi, comment on le désactive à distance, il faut que ce soit protégé pour l'entreprise. Et surtout, oui, voilà, il faut que ce soit protégé pour l'entreprise et il faut que tu aies le moyen d'agir dessus à distance. T'imagines, tu as une mise à jour à déployer sur 1500 téléphones, tu peux pas dire à tous, vous appuyez là. Non, tu le fais à distance, tu as une politique. Si, à l'époque, Microsoft avait pu faire ça avec ses téléphones, je pense que ça aurait dû rendu l'adoption du milieu professionnel beaucoup plus simple. Sachant qu'en plus, à cette époque-là, je me souviens que dans l'entreprise, tu avais cette discussion de essayer de coller aux usages des utilisateurs dans leur vie perso, tu vois, de faire en sorte que les produits réduire la friction pour que ce soit plus facile. Donc là-dessus, ils se sont fait loupés, hein. défoncer parce que Android et iOS avaient pris le lead. Vous avez déjà entendu parler de Quibi Quibi de rosé? Quibi, non. Quibi. Vous connaissez pas, c'est normal. Quand je vais vous donner la durée de vie du service, globalement, vous allez dire, ouais, bah, effectivement, c'est passé sous le radar. C'est le Netflix des formats courts. Pourquoi ça s'appelle Quibi? Parce qu'en fait, c'est l'abréviation de Quick Bits, donc des petites bouchées rapides. Par contre, ce que tu dis là, ça paraît presque un truc futuriste. C'est genre, pour aujourd'hui, ça nous dépasse, mais le Netflix des formats courts, genre le truc dans 10 ans, c'est un banger. Mais en fait, si tu veux. Il y a eu une app de Français qui ont fait ça. C'est quoi, Periscope? Non, Periscope, c'était en fait, c'était des courts-métrages, mais des courts-métrages verticaux. Mais oui, putain, c'est vrai, j'avais vu ce truc-là pendant avec un moment. Samsung qui faisait des télés qui se tournaient aussi. Mais attends, parce que l'idée de QuickBit, c'était de créer une plateforme, donc c'est une plateforme américaine évidemment, qui ne partageait que des contenus très courts, c'est-à-dire que c'était globalement autour des moins de 10 minutes. Il n'y avait pas plus de 10 minutes en général, et c'était pensé exclusivement pour les mobiles, et on est en 2018. Donc Vine, c'est déjà passé. Par contre, il n'y a pas encore les réels, il n'y a pas encore TikTok. C'est pas encore la vague. Mais après, 10 minutes, c'est une vidéo YouTube en fait. Moyenne, en fait, 10 minutes, c'est le genre de truc que tu peux avoir sur ton téléphone pour un trajet, tu vois, un trajet pro-perso, enfin un trajet retour du taf ou aller au taf, etc. Alors aujourd'hui, vraie question, mais vous regardez des vidéos plus longues qu'1 minute en format vertical? Format vertical, non, jamais. Quand c'est au-delà d'1 minute, moi, il faut que ce soit à l'horizontale. Et mais c'est pas le même moment, ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que les réels. Ça dépend, c'est le sujet, s'il m'attrape ou pas, en fait. Ah ouais? Moi, les réels, c'est Tu peux format regarder très pendant court. 10 minutes à la verticale? 10 minutes, peut-être pas, mais par exemple, même moi qui fais des shorts aujourd'hui, moi, des vidéos, des shorts, je suis très frustré quand on me propose un short sur une de mes vidéos longues de 60 secondes. J'ai l'impression que je dis rien. 60 secondes pour un format vertical, pour moi, c'est une éternité. Ok, d'accord. Ouais. Je trouve ça hyper long. Il faut vraiment que ce soit un sketch très très marrant. Et ouais, moi en général, Non, moi, c'est de la vidéo informative, donc je me dis, tu vois, 60 minutes pour lâcher une info, c'est complexe, quoi. 60 secondes. 60 secondes, pardon, minutes, oui, 60 minutes. c'est bien. Oui, c'est bien. Je le disais, cette plateforme, elle a été fondée en 2018 par Jeffrey Katzenberg et elle était dirigée par Meg Whitman. Vous ne les connaissez pas, normal, on s'en fout globalement. Okay. Le chiffre important, c'est qu'elle a levé 1,75 milliard de dollars avant son lancement. Ah waouh, ah ouais, les gens y croyaient, hein. Ils y croyaient dur comme fer et en vrai, il y a un truc qui vous a pas fait. C'est une levée de fonds avec des business angels Ouais, je pense que c'est un truc comme ça sur des investisseurs, on pitch le truc et tout ça. Et je vais casser le mythe tout de suite. Les activités, elles ont été arrêtées en décembre 2020, seulement 6 mois après la mise sur le marché. Waouh, donc ça veut dire qu'ils ont rendu leur milliard, quoi. Ah, mais enfin, globalement, c'était. Le virement n'est pas passé. Ou alors, ils ont consommé une partie avec l'infrastructure et puis le reste, ils ont dit, ouais, non, on va peut-être couper, les gars. Et vous demandez peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Le premier truc, c'est. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bah, en fait, déjà, de base, il y avait un pari sur le besoin de contenu premium court.
Donc, en fait, c'était la période où les gens commençaient à arriver sur les formats courts, mais gratuits directement sur du TikTok, du YouTube ou du Instagram, où en fait, tu avais un espèce d'engagement. Donc, tu suivais quelqu'un parce qu'il était sur la plateforme, mais tu ne découvrais pas du contenu au travers de ces trucs-là. C'était histoire de proposer du contenu qualitatif, mais plus vertical. D'accord, donc là c'était sous système d'abonnement où tu arrives sur l'application et tu Non, t'abonnes. le contenu premium, c'était dans le sens un truc qualitatif. Ah d'accord, T'avais pas des mèmes, tu vois, des d'accord, rotten, donc chaque vidéo t'as pas une était photo de chaque- une vidéo une vidéo de quali chaque, ouais. C'est ça. réalisée. C'est ça. En fait, l'idée, c'était de retrouver un peu ce que tu peux avoir sur des créateurs un peu, tu vois, pas du divertissement simple, mais plutôt du truc limite du reportage ou de l'investigation, ce genre de truc-là, mais au format vertical. Mais toujours dans la limite de temps des 10 minutes ou moins. C'est D'accord. peut-être l'époque d'ailleurs justement où il y avait Vine, il y avait commencé à avoir des créateurs vraiment très créatifs qui sortaient des trucs. Peut-être les mecs se sont dit, ah, il y a un coup à jouer sur un truc premium. Ouais, un truc qu'ils auraient Fais pas... le ménage pour toi, quoi. Un truc qu'ils n'auraient pas pu anticiper en lançant le service en avril 2020, c'était le Covid. un petit virus qui est arrivé ouais. de Chine, qui en fait a niqué les moments d'entre-deux. Je vous parlais, c'est cool de pouvoir consommer ce genre de contenu pendant les trajets entre le retour ou à l'aller du Il n'y taf. a plus de Il trajet. n'y a plus de trajet, il y a le Covid. Donc Et Animal Crossing. c'est vraiment malencontreux parce que là, pour le coup, les pauvres, ils auraient peut-être pu faire une petite place dans ce truc-là au travers de contenu un peu sympa à proposer ce moment-là. Bah non, En fait, du coup, ils sont Covid. arrêtés avec le Covid, quoi. Oui. Putain, c'est fou. La plateforme a été uniquement disponible sur les téléphones. Mais genre téléphone, c'est-à-dire que TV, ordinateur, tablette, t'avais pas. Ah ouais, ok. C'était téléphone, c'était soit tu l'as Ok. dans ta main Après, effectivement, avec les c'est trajets. destiné pour Ça les. peut C'est se du comprendre. premium, mais format vertical. Ouais, donc enfin ça se c'était fait comprend. pour être consommé Ça me rappelle dehors quoi. d'ailleurs Instagram qui a mis des années à sortir, je sais même pas si ça existe encore, une application. Je me souviens que les gens râlaient, ils n'avaient pas d'appli iPad sur Insta. Ah, c'est pendant vrai. Je, longtemps. je crois que. Bah, je me c'est- souviens de ce débat de ouf, les gens ils hurlaient, ouais putain, pourquoi il Ouais, n'y a c'est pas Insta sur iPad. Enfin, Mais bref. tu vois, je l'ai même pas sur l'iPad, donc je sais même pas si c'est dispo. Ouais, c'est une bonne question, je pense que c'est dispo quand même, ne serait-ce que pour pouvoir gérer son compte et tout ça. Et le dernier truc qui a vraiment, je pense, sonné le glas avant même que le produit existe, c'était l'absence complète de partie communautaire. En fait, sur les autres plateformes où tu as un aspect social, un côté viral, où tu peux voir un Commentaires, truc tout. qui est propulsé, un engagement avec ta communauté, etc. Là, l'idée, c'était de plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de la découverte, mais pas de la découverte organique. C'est-à-dire que c'était plutôt de l'engagement en fonction de certains centres de gravité par rapport au contenu premium qui pouvait être proposé. Mais tu n'avais pas le côté, je peux partager mon truc, ou par le nombre de likes ou de trucs, ça va être proposé, outre que beaucoup de personnes ont regardé ce truc-là, ou pourquoi pas Netflix avec certains thèmes en mode vous avez aimé cette série qui a les thèmes romantiques, Ouais, thriller, recommandé etc. pour vous. C'est ça, ou, exactement. Le top 1 en ce moment. Là, en fait, c'est-à-dire que tu regardais un contenu, globalement, tu avais regardé ton contenu, mais tu n'avais pas de moyen organique de trouver un autre truc qui pouvait te satisfaire dans le côté social ou de le partager à d'autres. Ouais, il n'y avait pas d'algo, quoi. C'était une bibliothèque. C'est ça, globalement, c'était ça. Et du coup, ça l'a complètement flingué, ce truc-là, puisque, encore une fois, 1,75 milliard de dollars pour un truc qui a duré que 6 mois et qui est né littéralement pendant le Covid. C'est un peu triste, on va dire. C'est un enchaînement de trucs un peu malencontreux quand tu vois comment les contenus courts aujourd'hui, ça cartonne. Comme dirait Cricri, ça fait mal. Ça fait mal. On a promis donc du bon foutage de gueule. On y va tout droit. C'est parti, les gars. Je vous embarque avec moi sur la machine qui s'appelle la Coleco Caméléon. Est-ce que ça vous parle? Ah, mais pas du tout. Waouh, oh, le nom de dingue. Alors, Comeco Caméléo. Coleco, il faut pas confondre avec ColecoVision, qui était une console des années 80, qui était une Je sais relique. même pas de quoi tu parles. Ouais, voilà. Bah, il faut Ne savoir pas que confondre quoi. Je connais aucun des deux. Eh J'ai pas ben, confondu. la Coleco Caméléon, elle arrive en 2016 et elle joue sur la nostalgie de la ColecoVision. L'idée, c'est quoi? C'est Attends. La nostalgie d'un truc que personne n'a connu. Si, mais la ColecoVision, je pense que si tu regardes, ça devait être les trucs avec les pongs là. Oh la Tu sais, c'est vache. la fameuse manette où tu tenais, il y avait une boule là où tu Ah oui, putain, Ce parce genre que la de- strat ce de genre la de nostalgie en mode, mais Ouais. le produit, la flop, mais on va jouer sur la nostalgie. Non, t'inquiète. la ColecoVision, c'est une console mythique des années 80 que D'accord. je n'ai pas connue. C'est non moi plus, qui suis mais un voilà. inculte, c'est ok. Exactement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire revivre, de jouer sur le rétro. Le rétro, et on est en 2016 là pour le coup. C'est quoi l'histoire? C'est un mec qui s'appelle Mike Kennedy, qui est entrepreneur rétro gaming, qui veut lancer une console à cartouche. On est en 2016, hein. L'idée c'est de dire on va faire revivre le jeu, la cartouche. Voilà. Et Donc, donc, tu souffles comme ça dedans. exactement. Ça ne sert à rien. C'est exactement. Donc lui, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il décide de racheter les moules de la vieille Atari Jaguar de l'époque. Et il dit que la Coleco Caméléon, elle sera faite autour de ce moule. Mais alors, Coleco, D'accord. c'est la même marque, on est d'accord.
Oui, alors c'est pas la même marque que la marque historique. Que les C'est conditions. juste, c'est comme si tu sortais, une console, t'appelais Game Boy parce que tu joues sur la nostalgie de la Game Boy, tu vois. Bah, il y a Lui, pas il a un problème appelé de ça licence en Coleco, faisant ça. Non, puisque 82, la marque que elle est Coleco morte est depuis mort. des années. Ouais, mais enfin, il a quand même pas les droits, tu vois, c'est pas tombé dans le domaine public. Et en plus, Je c'est un sais truc pas. qui m'a fait rire dans le truc. Il a pris les moules de la Atari Jaguar, Exactement. qui a enterré Atari. Hein. La Jaguar, c'était un flop, Oui. mais elle a pas sa place dans l'épisode, mais c'était C'est pour ça qu'il a pu catastrophique. récupérer les moules. Voilà. Bah, en tout cas, je peux vous dire que l'anecdote est drôle. Je vais vous sortir la petite anecdote autour de ce moule de l'Atari qui est assez drôle. C'est que les moules de cette coque-là, qui appartenaient donc à Atari Jaguar, faut savoir que quand lui les rachète, ces moules-là n'appartiennent plus à Atari. Ils appartiennent à une société qui l'avait acheté pour faire une entreprise médicale pour fabriquer des boîtiers de caméras dentaires. D'accord. L'Atari Jaguar, la console que tu as peut-être connue à une époque, a servi pour faire des caméras dentaires dans un truc C'est- médical. Ça, What the fuck. c'est la petite anecdote, la petite rewan que je vous glisse ici à sortir dans les soirées. Il faut savoir un truc. Donc, ils sortent cette console et ils disent, nous les gars, on est très très chaud, on lance une cagnotte Indiegogo, on voudrait avoir 2 millions de dollars pour ce projet, Oh, pour ça va, c'est pas financer le grand chose. projet. C'est quoi 2 millions? Voilà, exactement. Et donc, le drame, il commence à éclater lorsqu'il participe à un truc qui s'appelle le Toy Fair de New York en 2016, un event où il présente comme ça à la presse la console et il la présente sous cloche et il montre une console avec une cartouche qui fonctionne et il montre une manette, un petit peu comment sera la manette de la console. Les manettes, C'était à apparemment... l'E3 du coup. Non, ça s'appelle la Toy Fair de New York. D'accord, ok. Un truc que je connais pas. La foire aux jouets, littéralement. Exactement. C'est Et- pas la même classe que le 3. Oui, c'est clair. Et donc, déjà, il y a un premier truc un peu bizarre, c'est que la manette qui montre pour la console ressemble furieusement aux manettes de la Wii U de l'époque. Apparemment, il y a déjà une similitude un peu chelou, mais bon, peu importe. Le pire, c'est que du coup, il fait une démonstration à la presse pour montrer que les jeux cartouches rétro, ils fonctionnent. Et là, en fait, il te montre la console et il prend une manette. Et la manette, c'est une manette de Super NES qui est branchée à cette console-là. Le mec, il a fait un bouli boulga. Alors, Non, mais tu vois pas où il va là avec ce truc-là? t'es pas prêt? Je pense qu'il a retiré la coque du truc, qu'il a remplacé tous les composants par une Alors, NES, En fait, et que devant les journalistes, tu vois, ouais, c'est ma console, ouais. imagine la Jaguar d'Atari qui rencontre une carte mère de Super NES et qui met dedans et il fait tourner ses jeux de Super NES dessus. En fait, il fait tourner la vraie Super NES dedans pour faire croire qu'il y a cette console-là qu'il a fait, qu'il a fabriquée et qu'il arrive. Et voilà. Mais il s'est dit que ça allait passer, ça? Bah, en fait, elle était sous cloche, donc tu sais, il espérait que ça se grille pas trop. Sauf que t'as les détectives du net, les fans d'Atari, qui ont très vite compris la supercherie. Et en fait, il y a des gens, ils ont réussi à avoir des plans, tu vois, en vidéo à l'arrière et tout. Et à l'arrière, c'était vraiment les sorties de la NES, quoi. Et les gens ont très Mais vite compris. aucun effort. Ok, bon, attends, on en est sur cette première. Qu'un effort. On va un peu plus loin. Donc, il y a ce truc qui éclate, ce scandale qui éclate dans les réseaux, machin, ouais, c'est un scandale. En fait, la console, ce qui veut dire, en gros, grosso merdo, ça n'existe pas, la console n'est pas prête, elle n'existe pas, c'est un proof of concept que le gars veut vendre. Et donc, il décide de dire, non, c'est pas vrai, moi, ma console, elle existe vraiment et je vais vous le prouver. Il décide de faire la même console en édition transparente. Et du coup, dedans, tu vois, t'as la coque transparente, et dedans, tu vois que t'as un circuit imprimé. Comme une la carte. N64 T'as finalement une à carte l'époque. pour dire, bah voilà, vous voyez bien que c'est pas une carte merde de Super NES. Non. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, à la place dedans, au lieu de mettre la carte mère de la console future qu'ils voulaient faire, c'était une carte de capture. Tu sais, les cartes VGA que tu mettais de D'acquisition. capture, d'acquisition là que tu mettais là. Oh la vache! Donc le mec, il Oh, décide- le flop est flopesque, là, c'est... Voilà, les internautes, ils ont directement identifié que c'était une simple carte d'acquisition de vidéo qui peut évidemment pas faire tourner des jeux. Ça veut dire qu'eux, ils montraient Il streamait en console. fait. Rien En du fait, tout. la console devait être en dessous de la table, Rien littéralement. du tout. T'avais juste un câble vidéo. qui Voilà, allait- en fait, la télé affichait un truc que la console n'affichait absolument pas. Ouais. Pareil, quand je vous parle de l'anecdote de la Super NES, il y a un truc déjà qui va pas du tout, c'est que la console, tu sais, quand tu vois les visuels, elle a un bouton qui s'allume. Là, il y avait rien qui s'allumait, donc on comprend très vite la supercherie que cette console n'existe pas. Mais le mec, c'est un escroc, mais qui sait même pas escroquer. Exactement. C'est C'est un escroc terrifiant. feignant. je En trouve. fait, c'est un escroc qui a voulu tester Internet. et il a perdu. Donc, vous l'aurez compris, cette console, qui était un proof of concept avec plein de visuels en 3D, etc., n'a finalement jamais vu le jour. Le bac de 2 millions de dollars qui était demandé, il n'y a eu que 70 000 qui ont été reçus. Et heureusement pour les gens, c'est que cet argent n'avait pas encore été débité. Donc, la plateforme s'est rendu compte de la supercherie, parce que le truc, il a fait quand même un petit peu son bruit sur Internet, et les gens n'ont pas été débités, heureusement. Et voilà, ce projet de console rétro qui n'a jamais existé que sur un
de la visuelle 3D en fait. C'est Voilà. terrible. On a pas mal parlé de smartphones et c'est vrai que on a vécu un petit peu toute cette époque où il y a cette évolution, cette escalade où on essaie de tester pas mal de choses. Mais récemment, on a testé quelque chose d'encore plus intéressant, je trouve, et notamment avec l'arrivée de l'IA. Il y a eu cette grosse effervescence de produits qui nous vendaient non pas un produit en tant que tel, mais plutôt un service. Et là-dedans est venu différents produits, dont certains dont on a déjà pu parler. Et celui-ci, qui a fait le plus de bruit, je pense, le Human AI Pin. Vous devez sans doute vous en rappeler, puisque c'était il y a genre l'année dernière. C'était très celle d'avant. récent. Ouais, c'est très Bah, en vrai, la hype, elle était réelle parce que c'était des gens d'Apple qui lançaient ce truc-là. Et c'est pour ça Exactement. que les gens se sont dit, ce truc ne peut pas foirer. T'as tout à fait résumé la chose. C'est des anciens d'Apple qui ont bien créé Human, cette entreprise qui promet un pin intelligent pour remplacer le smartphone, interface sans écran, toujours disponible et piloté par IA. La promesse est forte, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui, on l'a pas mal traité sur le podcast, on essaie de plus en plus de se déconnecter pour essayer de retrouver un petit peu le fameux notre essence, quoi. Sortir des écrans en fait. Sortir des écrans, Ouais. tout simplement. Et l'AI Pin permettait éventuellement de le faire. Le truc, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le projet. Déjà, c'est un appareil qui est vendu à un prix ultra premium, plus de 700 €, avec en plus un abonnement. Donc, il ne fonctionne pas si tu n'as pas l'abonnement. Donc déjà, ça fait une barrière à l'entrée. Mais surtout, il y a eu un énorme battage médiatique lors du lancement du coup en 2024. Dans les faits, c'est un produit qui est esthétiquement très joli, très raffiné, très design minimaliste, qu'on accroche et qui permet via un projecteur d'afficher une sorte d'écran un peu sommaire comme on peut l'avoir sur des lunettes connectées finalement. Qui revient un petit peu, qui reboucle sur l'épisode où on parlait des technologies du futur, du Tout à passé, fait. là avec Fallout, etc. Exactement. Donc on a ce truc-là, très succinct, le plus gros plot twist de l'histoire sur un produit qui essaye de remplacer le smartphone. Pour le configurer initialement, tu as besoin d'un smartphone. L'ironie est palpable. C'est quand même terrible. Ouais. Donc la promesse est folle. On est sur un truc un peu dystopique, l'idée de supprimer entièrement un smartphone, sachant que l'industrie aujourd'hui de la tech repose essentiellement sur le Sur smartphone. le mobile, ouais. Et les gens renouvellent constamment leur parc de téléphone. Tu Et veux t'achètes casser le ce truc-là. produit, Et- tu l'as dans les mains. Le premier truc que tu fais, tu le déballes. Coucou, t'as besoin de ton téléphone pour me configurer. Ouais. C'est un truc de fou. Et je dirais, il veut s'affranchir de l'écran, qui est sans doute pour moi le truc, avant même le smartphone, c'est l'écran qui fait aujourd'hui qu'on pense interface. Quoi, qu'on C'est ça. pense, et regarder tes photos, tes vidéos. Et l'interface, en fait, au-delà de l'objet du smartphone, ce qu'on veut, c'est l'interface, pouvoir naviguer, pouvoir accéder à nos services. Là, on avait accès à rien. Et parce que tu peux quand même le trouver sur des petites plateformes, d'autant qu'en fait, l'autonomie était ridicule, l'interface était lente sa mère, il y avait plein de bugs. Enfin bref, En fait, en plus, quand tu veux dire interface est lente, c'est parce que des fois, tu consultais l'IA et l'IA, il faut qu'elle fasse l'aller-retour avec la requête Avec vers le le serveur. serveur et tout. Donc, imagine, en plus, tu captes pas, bah, le truc, il sert à rien. il sert à rien. Et puis en plus de ça, tu naviguais avec des gestes, donc ce qui pouvait être intéressant mais qui fonctionnait pas tout le temps. Non. L'interface, comme je le disais, était très succincte, c'est-à-dire que t'avais, alors je sais plus si elle était bleue, si elle était rouge ou si elle était verte, mais en tout cas c'était une couleur, il n'y avait pas plein de couleurs comme tu peux l'avoir traditionnellement sur nos smartphones évidemment. Mais surtout pour naviguer, c'était une catastrophe. Donc évidemment, quand ça a été lancé, il y a beaucoup de journalistes qui l'ont testé. Un fameux MKBHD qui a fait sa vidéo qui a pas mal marché et qui a tué Le produit. qui a tué le produit. Instant. Et clairement, en fait, le truc, c'est que le produit n'a pas tenu ses promesses, évidemment, que ce soit technique, commercial aussi. Et surtout, l'expérience était mal définie dès les premiers abords. Et surtout, moi, ce qui m'embête avec ces produits-là, et comme ça a pu l'être sur le Rabbit R1, c'est que tu achètes un service qui n'est pas disponible. Donc, ils te vendent des promesses de voilà ce que ce sera sur année X, et quand tu déballes le produit avec ces promesses, tu ne les as pas. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, le système de l'abonnement me rend autant fou parce qu'en fait, t'achètes le produit, mais tu possèdes rien, malheureusement. Donc, tu vas acheter un truc. Déjà, acheter sur la promesse, il faut être relativement convaincu. Et quand tu achètes et qu'on te promet des trucs, sauf que si ça fonctionne pas, bah, y a une réalité économique qui fait que tu es obligé de continuer à vendre pour pouvoir continuer à développer. Malheureusement, tu te retrouves avec une espèce de coquille vide comme ça qui sera jamais que l'ombre de ce qu'elle aurait pu être. Évidemment, il y a des gens qui l'ont acheté, ce produit. Sauf qu'aujourd'hui,
l'entreprise a dû arrêter l'exploitation des services et vendre des actifs à HP début 2025, mettant fin au support cloud du produit, et surtout les acheteurs se retrouvent maintenant avec un appareil partiellement utilisable. Bah, qui sera plus du tout utilisable. C'est-à-dire que ce qui est pas dépendant d'Internet, c'est quoi en fin de compte? Bah, quasiment rien. C'est une coquille vide. Ouais, c'est une coquille vide. Donc voilà un petit peu ce cas un peu d'ambition mal incarné, je trouve. Une idée forte de remplacer le smartphone quand même, mais sans vraiment d'infrastructure, sans vraiment d'expérience utilisateur, en tout cas définie, et sans transition progressive, en tout cas sur ce truc-là. On aimerait amener l'utilisateur, et je pense que on en a pu en discuter avec cette histoire de Sam Altman qui s'associe avec Love From et Johnny Ive pour essayer de constituer un produit un petit peu dans cette veine-là, apporter l'IA comme compagnon qu'on porterait sur soi, comme Meta le fait avec ses lunettes par exemple. Là, ils ont voulu taper fort en apportant leur savoir-faire, leur expertise et aussi leur background de j'ai travaillé chez, qui a pas mal intrigué le web. Ouais, et ça fait des levées de fonds de ouf, juste et par ça. exactement. Sur ça, d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup d'excitation pour, au final, une tumulte qui n'était pas exploitable. Je vous propose qu'on termine sur un petit bonbon. Un truc fantastique que j'ai encore déniché sur Internet, c'est fantastique. On va revenir bien en arrière, les années 80, l'année 84, qui est une année un peu pour moi spéciale. On est chez Atari. Je vous avais parlé d'Atari juste avant, mais pour carrément autre chose. On est chez Atari qui, là, décide de dire on va pousser les curseurs au plus loin, on va sortir une console qui se contrôle par la pensée. Enfin, presque. L'histoire, c'est quoi? C'est juste avant le crash du jeu vidéo, il y a Atari qui veut innover à tout prix parce que, faut le savoir, il y a une ère, un moment où les consoles sortaient en masse et les jeux étaient des ressucés des uns des autres, des concurrents. Toujours le même Pac-Man, toujours le même casse-brique, etc. Ils imaginent un truc un peu, ils se disent, ouais, il faut qu'on aille très loin dans le mindset là, il faut qu'on fasse un effet wow de zinzin. Ils imaginent un bandeau futuriste que tu vas mettre sur ton front pour jouer sans les mains. 84 on est, hein. Je te laisse imaginer déjà le truc de ouf. Le marketing, il vend du rêve. Contrôlez votre jeu par la pensée. OK? Alors, l'idée est basée sur un narratif comme quoi ça va capter les ondes cérébrales et que tu vas pouvoir bouger ton personnage ou en tout cas bouger ton jeu. Parce qu'il y avait le jeu Pong, par exemple, qui était un des jeux qui était démontré. Et donc, on voit, moi, je l'ai vu, la pub, elle est encore dispo sur YouTube, si vous voulez aller voir la pub d'époque. Et t'as la meuf qui est là, qui a le bandeau, elle ferme les yeux, limite. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, nous, maintenant, on est créateurs de contenu, donc on connaît un petit peu les tips de comment ça marche, comment une vidéo est tournée. Et on voit que la nana, quand elle ferme les yeux, machin, elle n'est pas en face de la console, c'est juste, elle est face cam et elle montre, mais on voit pas la console. Et quand elle joue, elle est de dos, on voit le jeu qui s'anime avec le bandeau, mais pareil, on voit pas trop l'interaction avec le jeu. Et ben en fait, le climax dans tout ça, c'est qu'en fait, le jeu, il captait absolument... Enfin, la console, l'accessoire, on va dire. Le bandeau, ouais, parce que c'est un accessoire plus qu'une console, en fait. Hein. C'était lié à une console. Et ben le bandeau, il captait absolument pas les ondes cérébrales. Il captait les mouvements des muscles du front. Ah, donc quand tu fronces les sourcils, ça fait bouger ton perso. Tu bouges un sourcil gauche ou droite, ça faisait bouger à gauche et à droite. Oh non. Donc, il y a eu des vidéos qui ont montré un petit peu le vrai fonctionnement du truc. Et donc, tu as littéralement des gens, et là, il faudra le voir en vidéo parce qu'en podcast, c'est difficile, mais tu as les gens qui jouaient comme ça. Ah non, c'est Tu vois, terrifiant. qui font des têtes de youtubeurs en miniature pendant 10 minutes non-stop. L'exercice doit être intéressant après. Ils auraient dû le vendre comme ça directement, quoi, plutôt que les ondes cérébrales. C'est très simple. Au bout de 10 minutes, les testeurs ont eu des migraines atroces de faire des mouvements machin de ouf. Donc, Jack Tramiel, qui est un mec qui rachète Atari, à ce moment-là, il essaie le prototype, il a mal à la tête et il met tout à la poubelle avant la sortie commerciale. Et il faut savoir qu'il y avait quand même des jeux qui avaient été développés, dont un clone de Breakout, Bionic Breakthrough, qui est un espèce de casse-brique en faisant des grimaces donc, sur ta télé pendant 10 minutes pour faire bouger ton casse-brique de droite à gauche. Vraiment. Un peu les premiers pas dans le motion gaming, finalement. Hein, la Wii n'a rien inventé, Nintendo n'a rien inventé. Exactement. Mais là, c'est pas tes mains, c'est tes sourcils qui font les mots. Et donc voilà, je vous laisse aller voir franchement la vidéo. The Rock, il aurait été très fort. Hein. Pur délice. Ah ouais, ouais, je pense. Terry Crews aussi. Je pense aussi, ouais. Et il y a pas mal de youtubeurs aussi qui font des têtes improbables qui auraient été masterpiece. Donc voilà,
petite anecdote très sympa. Et voilà, également pour l'épisode. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que la liste est encore bien longue, vous l'imaginez. Même nous, on a préparé beaucoup d'autres choses. Donc, si jamais vous voulez un épisode 4, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et comme ça, on pourra éventuellement le préparer. Et dites-nous si vous avez eu un des produits qu'on a cité ce soir et donnez votre retour d'expérience. Si vous avez des expériences, ouais. Si vous avez des fait expériences, le bandeau d'Atari avec les sourcils là, je veux voir. Et même si jamais vous êtes ambitieux et que vous connaissez un produit ou un projet qui a flop, n'hésitez pas à nous le partager. On serait ravis de l'écouter. En bulle vocale. En bulle vocale. Et tout ça, c'est en description si jamais vous voulez enregistrer votre question ou votre bulle vocale par rapport à ce sujet. Et on sera ravis de vous lire. En tout cas, nous, on vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.